qu'est-ce que vous pensez de ces premiers jours de mandat après son investiture, en tout cas la couleur politique que ça donne à son second mandat, du coup? C'est intéressant pour moi parce que à la fois c'est plus chaotique et moins chaotique que sa première prise de pouvoir. C'est moins chaotique dans le sens où il maîtrise plus le sujet. On voit qu'il s'est préparé, qu'il a signé, je crois, 200 décrets lors de son discours d'investiture devant une foule, etc. Donc il était prêt à signer encore plus de décrets que la première fois. Il sait un peu comment les choses fonctionnent. Il sait comment, parfois on l'a freiné aussi la première fois au sein du Parti républicain. Les ténors qui l'ont un peu freiné sur certaines choses, ils lui ont dit non, on ne peut pas faire ça, etc. On s'expose si on fait ça, et tout et tout. Mais c'est plus chaotique parce que justement, il y a une masse encore plus importante de décisions qui sont prises. Et c'est très dur de suivre tout ce qui se fait. Il y a des choses qui se font sur la question de l'immigration. Il y a des menaces d'annexer des territoires d'autres pays. Exactement. Il y a les trucs qui sont relatifs comme tu disais, les politiques de la diversité. Il y a des choses qui sont relatives à l'armée, à la diminution aussi générale, non pas seulement de ces bureaux des politiques de diversité, mais aussi de l'État en général, de couper des postes un peu partout. Et à côté de ça, il y a des trucs, à côté, il y a Musk, qui fait aussi énormément parler de lui, Elon Musk, son bras droit, mais ça commence à se tendre un peu. Exactement, ouais. Et il y a aussi, il a lancé sa monnaie. Ouais, c'est lui qui donne son cœur, ouais, bien sûr. C'était un don du cœur, c'était pas autre chose. Mais il y a aussi, il y a un truc qui rend les choses encore un peu plus confuses. Il y a tous ceux qui prêtent allégeance à Donald Trump, donc d'un côté, toute la Silicon Valley qui vient et prête allégeance, qui lui avait fait opposition un peu la première fois, mais qui cette fois-ci lui prête allégeance. Et puis il y a aussi le fait qu'il lance sa monnaie. Il lance sa propre monnaie, qui est une monnaie, du coup... 2 jours avant comment ça s'appelle l'investiture. Je parle de son bitcoin. Ouais, c'est sa monnaie crypto, quoi. Crypto. Et franchement, ça a cartonné. Hein. Ça a monté, et après ça a rechuté, mais ceux qui ont investi, ça mais... Ça s'est multiplié par combien? Je me rappelle plus. Mais ça a vraiment multiplié par 100. Ça veut dire si t'étais malin et que t'investissais au début, vraiment t'as fait un gain de ouf. Mais je pense que il y aura d'autres moments où les gens vont continuer à investir dedans. En fait, c'est intéressant parce que sur le premier mandat, ils prenaient des pots de vin, mais ils prenaient des pots de vin avec des dignitaires étrangers qui allaient dans ces hôtels et qui sortaient des additions énormes, quoi. Mais cette fois, en fait, il peut directement recevoir des pots de vin via cette crypto. Comme c'est une crypto, c'est pas traçable, et il peut recevoir des pots de vin de dignitaires étrangers pour être arrangés sur certaines choses par des entreprises, etc., pour être arrangés sur certaines choses. Donc voilà, vraiment, c'est un peu le sentiment qu'il y a là-bas des personnes que je connais et qui font de la mobilisation vis-à-vis de tout ça. C'est qu'on ne sait pas par où commencer, qu'il y a un peu de lassitude aussi. On est très fatigué des derniers mois des mobilisations pour la Palestine, et on doit continuer là-dessus avec des sujets qui se démultiplient. Et c'est très confus parce qu'il y a plein de sujets à gérer en même temps, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez signalé, mais il y a une vidéo qui sort sur Parole d'honneur. Ouais. Faite par Julien, j'allais dire le correspondant, le correspondant à New York, et donc qui est sorti cet après-midi sur justement comment le mouvement pro-palestinien continue à être actif. Le fait que notamment Kamala Harris n'ait pas du tout été, pro-palestinienne, c'est le moins qu'on puisse dire, ou pas assez en tout cas, est-ce que ça a eu un effet selon toi, sur la défaite des démocrates? Ça a joué un rôle, on le pressentait dès le départ, mais il y a eu aussi des sondages au-delà des communautés, parce qu'on faisait beaucoup de focus sur les communautés arabes, qui du coup n'allaient pas voter pour Kamala Harris. C'est au-delà en fait des communautés arabes, quand on voit un génocide, bien sûr, et toute une partie
d'électeurs démocrates en fait qui votent démocrates à chaque fois, mais un génocide c'est un peu trop quoi. Parce que ça a été un facteur majeur à la Palestine. Et c'est ça qui est important de savoir. Et 30% qui disent que ça a été un facteur majeur. Si on se trompe pas sur le chiffre, c'est qu'il y a eu vraiment une incidence importante sur son électorat. Des fois quand on est investi dans cette cause, on aurait envie, mais tu vois, moi j'avais pas d'éléments objectifs qui me faisaient dire voilà, il y a vraiment un impact de cette question sur la politique américaine, quoi. Ah non, ce sondage, après, comme tous les sondages, bon voilà, ça peut être un peu, mais en tout cas, même sur le terrain, pour avoir été sur les comment on appelle ça, les encampments sur les campus universitaires, dans les manifs, etc. Mais aussi pour en parler autour de moi, des gens qui sont pas trop impliqués sur les manifs, sur les mobilisations sociales, mais qui ont une fibre un peu politique et qui s'intéressent à ce qui se passe. C'était un peu compliqué pour beaucoup de gens de se dire je vais aller voter Kamala Harris pour pas qu'on ait Trump, alors que c'est l'administration, enfin c'est la vice-présidente de Biden qui a favorisé le génocide des Palestiniens, le génocide à Gaza, et par ailleurs elle ne s'est pas du tout écartée de cette ligne-là. Elle aurait pu s'écarter de cette ligne-là, dire les gens n'attendaient vraiment pas grand-chose. Hein. Quand je parlais aux gens, les gens n'attendaient pas grand-chose, mais ils voulaient juste qu'on leur dise je ferai les choses différemment. Même ça n'a pas été dit. Donc quand on fait pas d'efforts du tout, bon bah voilà, il y avait vraiment, et pourtant au départ, quand on avait annoncé qu'elle remplaçait du coup Biden comme candidate, elle a eu un boost parce que les gens se sont dit bon bah voilà, moi c'est bon, je suis libéré, je voulais vraiment pas voter pour Biden, mais maintenant je peux voter pour une alternative à Trump qui me plaît un peu plus. Mais la campagne a été tellement catastrophique, tellement vide que les gens se sont résignés à... Moi je trouve une grande similitude entre le Parti démocrate et le Parti socialiste en France. C'est-à-dire qu'on a l'impression que leur sionisme est un sionisme idéologique, alors que peut y avoir d'autres sionismes qui sont des sionismes beaucoup plus utilisateurs, je veux dire opportunistes, etc. À la limite, parce que tandis que là, on sent vraiment comme au PS, ça fait partie un petit peu de leur ADN idéologique. On a l'impression que voilà, ils ont intégré cette question coloniale et cette question. Alors pour les États-Unis, c'est déjà une colonie. Bon, le problème se pose différemment, mais disons qu'on a l'impression que c'est un sionisme idéologique, c'est-à-dire que Biden, quoi qu'il fasse, et Kamala. Regardez les discours de Biden, de Kamala Harris, de Hillary Clinton. Je ne dis pas que, attention, que Trump n'est pas moins sioniste, la question n'est pas là. Mais on sent que chez Trump, c'est un ressort qui est Israël fait le travail. Tant qu'Israël fait le travail, vous voyez ce que je veux dire, et tandis que j'ai l'impression que chez Biden, c'est plus un ADN idéologique. Enfin bon, c'est juste une hypothèse. Dans le cas des républicains aux États-Unis, il y a quand même le poids de l'électorat évangéliste, qui eux sont pour des motifs profondément idéologiques, extrêmement sionistes et antisémites d'ailleurs. Donc l'utilisateur, ça justement, bah oui, mais pour les évangéliques, hein. C'est l'idée quand même de. Non, je parlais des républicains, c'est-à-dire que quand les républicains s'intéressent aux évangéliques, c'est plus par opportunisme. Ce que je veux dire, c'est pas forcément par toi. Oui, on pourrait même dire que les évangélistes sont des opportunistes, parce que leur idée c'est pas de supporter le sionisme parce que le sionisme est un projet qui leur plaît, parce que leur idée c'est que ça va apporter la fin du monde et qu'ils seront sauvés. C'est plus qu'opportuniste. De la même manière que beaucoup d'antisémites soutiennent le sionisme pour des motifs à la fois profonds mais aussi opportunistes, qui est de se débarrasser des juifs et de pouvoir mener une guerre de civilisation contre la barbarie arabo-musulmane au Moyen-Orient. Enfin, c'est difficile de démêler les deux motivations. Comme on est parti assez vite sur la Palestine et Israël, je pense qu'on peut rebondir sur les dernières déclarations de Donald Trump sur le nettoyage ethnique. Enfin, il le dit pas comme ça, mais il a dit il faut faire le ménage à Gaza en proposant, alors il a rien inventé, en proposant de déplacer les Palestiniens qui ont déjà été déplacés vers l'Égypte ou la Jordanie. Donc voilà, il a fait. L'Égypte qui a déjà refusé, rejeté. Oui. Mais même la Jordanie aussi, j'ai pas vu les... Bien sûr. Il a dit, je cite, j'aimerais que l'Égypte et la Jordanie accueillent des gens de Gaza. On parle d'1,5 million de personnes. Il faut faire le ménage là-dedans. Donc c'est pour ça que je parlais de nettoyage ethnique. Évidemment, là, il n'y a pas d'autres expressions. Je pense qu'il n'y a pas de débat là. Franchement, bon, bref. Et moi, ma question, c'est déjà la remarque par rapport à quelques jours avant, où entre guillemets, on disait que grâce à lui, c'est pas parce qu'il est de bon cœur, mais entre guillemets, c'est lui qui avait accéléré les négociations pour le cessez-le-feu à Gaza. Deux il fait cette déclaration. Pour moi, c'est pas en opposition. Par contre, j'ai une question pour vous. C'est peut-être en opposition par rapport à la politique des États-Unis officiellement pour les deux États. Pour les deux États palestiniens, israéliens. Là, s'il va vers le nettoyage ethnique,
on dit que ça va dans le sens de l'extrême droite. Ça annihilerait l'État palestinien, quoi. Bah, c'est une radicalisation, en tout cas, idéologiquement, vers l'extrême droite israélienne. Je pense que Trump n'a pas de... Il n'a pas de... Tu veux... Non, vas-y frère, vas-y. Non, moi, je suis là, je suis l'assistant de je pense que Trump va pas de... Non, mais je suis arrivé il y a 2 semaines, ça va. Là, je suis redevenu parisien, je suis redevenu dionysien. Tu vois. Je viens de plus tôt, moi, frère. Toi, tu viens de New York. CNN, tout. Non, mais Trump, en fait, c'est... faut pas s'y tromper. Trump, sur son premier mandat, c'est celui qui rompt avec la tradition américaine en replaçant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. En négociant les accords d'Abraham. Bien sûr, donc il ne faut pas s'y tromper. Il a quand même c'est-à-dire que c'est opportuniste. Je ne pense pas qu'il ait une idéologie fixe sur le sionisme et qu'il adhère au projet parce qu'il y croit, etc. Mais il est quand même bien ancré de ce côté-là de la balance. Il nous a fait tout un show. Il a dit qu'il allait du coup établir la paix au Moyen-Orient, où il nous a dit que c'était lui le cessez-le-feu, etc. Je ne sais pas ce qu'il a promis pour obtenir ce cessez-le-feu qui est une pause en fait et qui malheureusement est conditionné par plusieurs étapes. Et on sent déjà que ça pousse au niveau de la droite israélienne pour que ces étapes ne soient pas respectées. Et même Trump le disait, nous conditionnait en fait quelque part à l'accepter. Il disait, je pense pas que l'accord tiendra. Donc pour moi, c'est un cadeau que Netanyahou lui a fait pour son investiture, pour qu'il apparaisse comme celui qui a réussi ce que Biden n'a pas réussi pendant des mois. Mais il faut voir ce qui a été promis derrière à Netanyahou. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il lui ait promis en fait un État sans Palestiniens dans cette partie du monde. La recolonisation de Gaza, la colonisation en Cisjordanie, on a vu déjà une intensification des opérations de l'armée d'occupation sioniste en Cisjordanie. Il n'y a plus de règles. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il n'y a plus aucune règle. C'est de la foutaise. Ces gens qui s'imaginent que les États-Unis sont encore attachés, ils n'en ont plus rien à faire. Les seuls États que les États-Unis vont préserver, ce sont les États au Moyen-Orient qui leur sont directement utiles, l'Arabie, les Émirats, etc. Mais pour tous les autres, si vous me permettez l'expression, c'est open bar, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à faire, il n'y a plus d'histoire. Vous savez, on a affaire à quelqu'un qui est même prêt à prendre le Groenland, à coloniser le Canada, à annexer. Donc, mais complètement. Donc, faut vraiment. Il n'en a rien à faire de ces histoires de 2 États, etc. Il n'y a plus aucune frontière qui tienne. Il n'y a plus aucune frontière qui tienne. C'est-à-dire qu'il faut même pas s'imaginer. Il sait très bien qu'en proposant que la Jordanie prenne des Palestiniens, il n'y a plus de Jordanie. Et d'ailleurs, à mon avis, la crise va arriver en Jordanie. De toute façon, la Jordanie, c'est le maillon qui va sauter prochainement. J'en suis convaincu. Je pense que c'est-à-dire qu'il va sauter, qu'il va être envahi à son tour. Non. Mais le régime jordanien ne va pas résister à ce qui se passe en Cisjordanie, parce que c'est énorme ce qui se passe actuellement en Cisjordanie. Il faut le savoir. Netanyahou attaque actuellement tous les camps de réfugiés. Les camps, c'est l'âme de la résistance. En gros, en Palestine, on a des villes. Et dans pratiquement toutes les villes, et surtout en Palestine du Nord, en Cisjordanie du Nord, on a des camps. Les camps de réfugiés, c'est l'âme de la résistance. Vous savez, les camps de réfugiés, par exemple, le FPLP, on l'appelle le parti des camps. Le FPLP est très implanté dans les camps de réfugiés, mais pas uniquement maintenant. Il y a Hamas, il y a le djihad, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est que en s'attaquant aux camps, on s'attaque, c'est dans les camps qu'il y a le plus grand nombre de résistants, d'armes, etc. Donc, par exemple, Jenin, c'est un camp, Jenin. Oui, voilà. Alors, il y a la ville et puis il y a le camp de Jenin. Il y a eu un excellent film qui avait été fait qui s'appelle Jenin, que je vous conseille, que vous trouvez sur YouTube. Et sur la résistance déjà au début des années 2000. Et Jenin, on peut dire, je parle de Jenin parce que c'est là que... il y a eu 6 personnes tuées, je crois, oui. le jour du cessez-le-feu. Oui, il y en a eu plein d'autres. C'est la capitale, on peut dire, c'est la capitale de la République. On a vu une photo qui a choqué beaucoup de monde, une petite qui s'appelait Leïla, qui est morte à 2 ans. Oui. Tu sais, on la voit dans un linceul, comme ça, avec le drapeau palestinien. Je pense je crois qu'ils veulent faire en Cisjordanie ce qui a été fait à Gaza. Voilà. Et quand Trump dit « je ne crois pas que le cessez-le-feu va tenir », ça veut dire Trump est en train de dire à Netanyahou, vas-y mon vieux. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que c'est d'abord une guerre américaine.
D'abord, et ça c'est très important à comprendre, c'est pas Netanyahou qui fait ce qu'il veut, c'est un mensonge total. Cette guerre de A à Z est une guerre américaine. Alors moi, j'ai toujours pensé ça d'ailleurs par rapport aux gens qui s'imaginent que Netanyahou il est incontrôlable. Pas du tout. Netanyahou est parfaitement contrôlable. D'ailleurs on le voit, en 3 jours, si les armes n'arrivent plus, il s'écrase complètement. Regardez comment il s'écrase mollement, excusez-moi l'expression. Donc voilà, c'est une guerre américaine et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est la puissance impérialiste qui est là, qui remodèle le monde, qui fait ce qu'elle veut absolument. Hein. Et de ce point de vue, Netanyahou, Israël, c'est vraiment le porte-avions américain. C'est, comme on l'a toujours dit, c'est un porte-avions américain. À l'époque, on disait c'est la 7e flotte, parce qu'il y avait 6 flottes à l'époque seulement. Maintenant, il y en a beaucoup plus de flottes américaines. Et donc voilà. Et c'est important de comprendre qu'il n'y a plus aucune règle qui va tenir. Ça, les États arabes, même les plus réactionnaires, ne peuvent pas l'admettre. Surtout l'Égypte et la Jordanie. C'est pour ça que je pense que la crise va s'étendre. Et je pense que la révolution palestinienne, puisque c'est vraiment une révolution, va bouleverser tout le Moyen-Orient. J'en suis convaincu. Parce que même l'Arabie Saoudite aujourd'hui ne peut plus agir comme elle a agi au moment des accords d'Abraham. C'est allé trop loin. C'est aller trop loin, et d'ailleurs je ne pense même pas qu'il est obligé maintenant de dire, le régime saoudien, il est obligé de dire nous voulons comme une feuille de route pour aller vers un État, mais c'est de la foutaise tout ça, ça ne tient pas. Mais même l'Arabie Saoudite est menacée directement actuellement. On a beaucoup de on le voit pas ici, on n'en tient pas compte, mais il y a une grande agitation interne au niveau de chiites religieux, etc., qui reprochent, qui disent quand même ce qui s'est passé. Non, mais je crois qu'il faut vraiment prendre ça. Trump est prêt à remodeler complètement le monde. Il est même prêt à démonter l'Europe. Alors, c'est pour vous dire. Est-ce que tu crois, du coup, parce qu'il y a cette question-là aussi de l'Égypte et de la Jordanie qui ne veulent pas, évidemment, accueillir les Palestiniens qui seraient... voilà. Si jamais ils font ça, ils sont fichus. Non, mais voilà. Mais il y a la question, c'est Pascal Boniface, il posait la question, il disait, ouais, mais est-ce qu'ils sont encore capables, dans la mesure des rapports de pouvoir tels qu'ils existent, de dire non? Pendant combien de temps ils peuvent dire non? Et je dis ça parce que tu disais, l'Arabie Saoudite est peut-être en train d'être plus ferme dans son opposition peut-être au sionisme. Est-ce que tu crois que l'Arabie Saoudite va devenir... Oui, mais je dis ça crée des tensions internes énormes. Est-ce que tu crois que l'idée des pays arabes qui recommencent à s'unir entre guillemets contre le sionisme, est-ce que tu crois que c'est une optique ou pas du tout? Non, je pense pas qu'ils vont s'unir, mais je pense que ils vont jouer, ils veulent survivre. Ce que propose, et c'est ça la contradiction impérialiste, c'est qu'en même temps ils ont besoin, l'impérialisme a besoin de ces régimes, et en même temps cette folie impérialiste de faire ce qu'on veut, l'hubris, vous savez, c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Détruire, quoi. C'est à ce moment-là où ils vont se réveiller. Ils sont complètement en contradiction. Ils ont besoin d'eux pour maintenir, oui. et en même temps, comment leur folie fait que ils risquent de les détruire. 1,5 million de Palestiniens, c'est pas possible. C'est impossible. En ce sens, il y a un truc intéressant là qui est en train de se passer, c'est que Trump, en faisant ses demandes, en multipliant ses demandes à autant de pays différents. On voit que certains pays essayent de l'apaiser en accédant à certaines de ses demandes. Par exemple, le Canada qui avait fait ça en tout cas dans un premier temps, qui commence à se rebiffer quand même. On va peut-être assister sur le Canada, c'était le contrôle de la frontière, des taxes moins importantes, etc. Sur les produits qui sont du coup envoyés des États-Unis vers le Canada. Et au début, ils essayaient de s'arranger un petit peu. Maintenant, ils commencent à se rebiffer en disant on va couper le robinet du pétrole aux États-Unis. Et on verra comment ça se passe. En tout cas, certains élus commencent à dire ça. Et c'est intéressant parce qu'on a vu c'était le président colombien, il me semble, qui a répondu hier, une magnifique réponse à Donald Trump qui, je crois, voulait lui imposer le retour de sans-papiers, de migrants sans-papiers colombiens dans des avions militaires, et qui lui répond du coup une longue tirade très bien écrite, très belle si on comprend l'espagnol, et qui dit non en fait. Et je pense qu'il y a une possibilité en fait de dire non à ces États-Unis, parce que autant Trump essaye de projeter la puissance, autant les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'avant. Il y a d'autres forces en fait qui lui font concurrence et vers lesquelles on peut se tourner si les États-Unis menacent de barrières tarifaires, etc. Et je pense que ça peut être intéressant dans le sens où là, ça peut commencer à signer la fin de l'empire et de la domination américaine. Ce qu'on aura après, on ne sait pas, mais en tout cas, on pourrait avec Trump accélérer ce mouvement de fin d'empire qui pour moi a commencé après le 11 septembre. Mais c'est aussi intéressant le 11 septembre. Il ne faut pas penser que c'est juste Trump en fait qui accélère ce mouvement. Le 11 septembre a créé quelque chose aux États-Unis où en fait ça
Ça fait prendre conscience aux États-Unis, et à l'époque c'était peut-être pas complètement vrai, mais de son impuissance, à mon sens. Et ils sont allés dans une poursuite en fait de la puissance, de projeter leur puissance, qui les a au final affaiblis avec la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, mais qui les a affaiblis diplomatiquement, mais qui les a aussi affaiblis à l'intérieur parce qu'ils ne se sont pas occupés de leur population pendant longtemps et qu'ils ont créé la possibilité pour cette population d'être aussi polarisée qu'elle l'est aujourd'hui. Et quand on regarde l'après 11 septembre, les réactions, il y a les réactions qu'on connaît bien, mais même dans un journal dit sérieux, le Wall Street Journal, on avait déjà un article d'opinion à l'époque, et Youssef en parlait à l'instant, qui disait peut-être que c'est le moment de recoloniser le monde. Peut-être qu'il faut réentamer un mouvement de colonisation parce que bon, ces pays qu'on contrôle pas, là on parlait de l'Afghanistan qui nous échappe, il faut voilà exactement, il faut peut-être les prendre sous notre férule pendant un moment pour les orienter, la mission civilisatrice pour les orienter vers le bon chemin. Et c'est quelque part ce qu'a essayé de faire les États-Unis en envahissant l'Afghanistan, en envahissant l'Irak, et c'est ce qu'essayent toujours de faire les États-Unis avec Trump de manière beaucoup plus intense. Mais je pense que ce mouvement-là peut signer la fin de l'Empire américain dans la configuration actuelle. Mais parce que tu évoqué à l'instant le 11 septembre 2001 comme une espèce de point de bascule dans la domination sans partage des États-Unis sur le monde, mais il y a aussi la question de la crise du capitalisme et notamment de 2008 qui a quand même profondément déstabilisé les sociétés de l'intérieur. On voit la réduction de l'espérance de vie, la crise des opiacés, le fait que le système politique états-unien devienne à ce point dysfonctionnel qu'une personnalité comme Trump ou comme Musk arrive sur le devant de la scène, ça témoigne aussi du fait que c'est une société malade. Et donc il y a cette question-là qui, je pense que c'était assez juste ce que tu disais sur la question de l'illusion de puissance, ou qui essaye de projeter en tout cas le fait que c'est parce qu'ils sont affaiblis qu'ils ont besoin davantage encore de montrer les muscles. Et de ce point de vue-là, la question de le rééquilibrage du monde d'un point de vue économique avec un affaiblissement des pays occidentaux, que ce soit en Europe, aux États-Unis, par rapport à la Chine, à d'autres espaces économiques qui Exactement, c'est aussi quelque chose d'assez central dans cette crise du monde occidental, mais qui en devient d'autant plus dangereux qu'il est sur le déclin. La Chine. La guerre à la Chine, parce que par contre, s'il y a une chose sur laquelle Trump est absolument ferme, c'est la guerre à la Chine. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de maîtriser par des mesures économiques, par des mesures, etc., peut-être même des sanctions par la suite, enfin davantage de sanctions, etc., etc. Mais il va arrêter. Mais ça ne marchera pas. De toute façon, ça ne marchera pas. La Chine a une puissance est en montée de puissance. Elle n'est pas, alors que les États-Unis, ils essayent de se raccrocher un petit peu. Donc il finira par faire la guerre. Il finira par faire la guerre parce qu'il n'aura pas d'autre. Parce qu'il faudra qu'il aille au bout de son discours. Il faudrait qu'il allait trop loin. Etc. Donc c'est facile de faire peur au Mexique, etc. C'est facile de faire peur à Panama. Et en plus, le Mexique se laissera pas intimider. N'oublions pas une chose. Le Mexique se laissera pas intimider. L'Amérique latine se laissera pas intimider. Le Venezuela, Panama, etc. Même le petit Panama c'est pas. Ils veulent récupérer le canal de Panama. Ah bien sûr. Bien sûr, ils veulent rebaptiser, je crois, le golfe du Mexique. Ils veulent tout rebaptiser. Ça, c'est déjà fait. Ça s'appelle comment, alors ? Le golfe des États-Unis. Le golfe des États-Unis, exactement. Non, le golfe de l'Amérique. De l'Amérique. De l'Amérique, voilà. Ouais, non, mais c'est. America First. Moi, je vois ça comme étant effectivement un chant du cygne. C'est un chant du cygne, il va partout, il fait ci, il fait ça, etc. Mais ça collera pas, ça survivra pas à Trump. Je vais vous dire, ça ne survivra pas à Trump. Alors, il va essayer de se coltiner la guerre contre la Chine. Mais attention, la Chine a des moyens très puissants, a des moyens militaires très puissants. Les porte-avions américains seront coulés immédiatement. Ils ont des missiles hypersoniques très très puissants. Est-ce qu'il va le faire ? Comment ? Est-ce qu'il va le faire alors ? Il va essayer. Et à mon avis, il va se piquer, qui s'y frotte s'y pique. Et je suis convaincu, parce qu'il peut pas reculer. Si il allait trop loin. Mais les Américains, enfin l'Amérique ne peut pas retrouver sa puissance d'avant. C'est ce que tu disais. Elle peut pas. C'est un autre cycle. Et ça pourrait être fait, mais ça demanderait une autre approche du monde, ça demanderait une autre approche aussi de ce qui se passe à l'intérieur. Ce week-end, c'est passé un truc hyper intéressant. C'est Mbappé ?
Bon, ça j'ai pas vu, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Non, ça non plus. Ça non plus, j'étais pas au courant. Je pose la question. Je n'ai pas d'avis. Ça c'était très intéressant, effectivement. Il y avait un autre truc encore. Il y avait. la nouvelle saison, pardon. Comment on appelle ça? C'est DeepSeek, je crois. DeepSeek? Quelqu'un peut. C'est. DeepSeek, non, pas du tout. Est-ce que c'est censuré ça sur. Il y a le mec qui a bien rigolé, il s'est réveillé là. Non, mais on est sur. On a DeepSeek qui sort ce week-end. DeepSeek, c'est une intelligence artificielle donc créée par les Chinois, avec un budget 40 fois, je crois, inférieur ou plus au budget qui a été déployé pour créer ChatGPT, donc par OpenAI, et qui non seulement a été développé avec moins de moyens, mais qui est plus performant, mais aussi distribué en open source. C'est-à-dire que tout le monde peut se l'approprier, peut l'utiliser, peut voir comment le code a été fait, etc. Et faire ses propres applications à partir de ça. Et pour la Chine, c'est... je ne sais pas si c'est une opération du gouvernement chinois, je ne me suis pas assez penché sur la question, mais c'est un coup de maître, parce que c'est... Oui. C'est un coup de maître, parce que c'est se projeter, ou en tout cas se faire passer pour une puissance bénévole, sachant que peut-être dans 2 ans, ils développeront une version beaucoup plus avancée de ce programme qui, cette fois, sera gardé, dont les secrets seront bien gardés. Et c'est aussi détruire, en fait, ce nouveau pan de l'économie américaine qui était en pleine expansion et qui devait assurer la suite, avec un projet de, je crois, 500 milliards aux États-Unis qui est en développement pour développer justement l'intelligence artificielle. Les Chinois disent, nous on fait ça sur un coin de table et puis on le donne à tout le monde. Donc et ils peuvent faire ça parce que moi je ne suis pas un fanatique du gouvernement chinois, mais ils peuvent faire ça parce qu'ils ont des universités, ils investissent dans des infrastructures, ils investissent dans la recherche de manière cohérente et pas en donnant de l'argent à des grandes entreprises qui ne poursuivent que le profit. Et c'est ce que les États-Unis ne font plus. Ce que les États-Unis faisaient avant, mais ce qu'ils ne font plus. Et là, on se retrouve avec une oligarchie de tech bros, comme ils disent, de géants de la tech, comment on dirait, on pourrait traduire les frères genre de la tech, en gros des trucs un peu masculinistes, très sur les nouvelles technologies, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Peter Thiel, etc., qui sont des gens, ils ne sont pas complètement dénués de talent, mais c'est pas des gens qui ont le souci, en fait, de la nation américaine. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'ils n'aient pas le souci de la nation américaine, mais en tout cas, ils n'ont pas le souci de la nation américaine et ils n'ont que le souci du profit. Et c'est pas ce qui permettra aux États-Unis de l'allégeance le jour de l'investiture. Bien sûr, mais parce que ça va dans leur intérêt. Mais tu as tout à fait raison. Alors la différence entre la Chine, on va commencer à nous dire que vous êtes des pro-chinois, etc. Après, pro-iraniens, etc. La question n'est pas là du tout. On est en train d'observer. C'est que la Chine a un projet. Pour ta part, il y a peu de doute. La Chine, mais j'en suis fier. J'en suis fier parce que moi j'aime bien les gens qui ont des positions affirmées. Les gens qui sont tièdes comme ça, qui disent ah ben non ça c'est bien, ça c'est pas bien, la posture morale ça m'intéresse pas. J'aime bien les gens qui ont des positions affirmées. On aime ou on n'aime pas, mais voilà, on affirme des choses. Au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Alors et parce qu'on sait où on va aussi. On sait où on va, d'accord. On sait où on va. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que tu dis est tout à fait juste. C'est la part du capital, du capitalisme, de la bourgeoisie, de la classe bourgeoise en tant que telle, qui résonne uniquement avec le profit à court terme et qui n'a pas de projet. Le gouvernement chinois, on peut en penser ce qu'on veut, mais il y a un parti communiste. Alors, encore une fois, la question n'est pas d'aimer ou pas aimer, mais non, mais il y a Boumette qui rigole en plus. Non, mais ça sert à rien de rire parce que dans ce cas on comprend. Non, mais le public a le droit de réagir. Vas-y. Mais non, c'est stupide. Parce que sinon, on parle pas. Je veux dire, les faits nous arrivent comme ça, puis on comprend rien. C'est une suite de faits. Ah, c'est bien. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas bien. Voilà. Ouais, je m'indigne. Comme disait notre camarade Essel qui est décédé, paix à son âme. Donc je dis simplement une chose, c'est les Chinois ont un projet. C'est-à-dire que quand quelque chose est mis en avant, ce n'est pas pour le profit uniquement, même s'il y a des gens qui en profitent, il y a des capitalistes, mais ce que on aime ou on n'aime pas, mais le Parti communiste a une ligne directrice, veut aboutir à un résultat, non mais c'est très important, veut aboutir à un résultat, il sait où il va, d'accord ?
Et ils ne mènent pas des politiques comme ça, au hasard, il y a du profit ici, etc. Et tu as tout à fait raison, c'est exactement la grande différence. C'est pour ça que les Américains vont perdre au final. Alors, ça ne veut pas dire que partout les politiques d'État sont victorieuses. On a parfois des États, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a une volonté, et on peut prendre d'autres États dans l'histoire, que soit alors encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la Turquie d'Atatürk, etc. Il y a un projet qui est là, et ce projet, lorsqu'il est poursuivi, généralement, eh bien, ça marche beaucoup mieux que lorsque c'est du capitalisme débridé comme ça. On va faire, tiens, ici c'est bon, c'est porteur, il y a matière à faire du profit, on va faire cela. Et les États-Unis, on pense que ça a toujours été ça, mais ça n'a pas toujours été ça. Il y a eu un projet qui lui a permis de dominer, mais avec quelques coups de chance aussi. Mais... Internet, c'est des décennies d'investissement de l'armée américaine dans les technologies de l'information. Donc vous diriez que le projet de Trump, si on peut appeler ça un projet, c'est un projet court-termiste et volatile, c'est un peu ça pour moi, c'est une fuite en avant, en fait. C'est une fuite en avant. J'avais pas du tout cette sensation, ce regard. Et là, vraiment, non, mais là, je suis un petit peu, pas estomaqué, mais c'est vrai que je suis assez étonné de ce que j'ai entendu ce soir. Et parce que, en fait, ce que vous avez dit, j'ai l'impression, c'est que la démonstration de force qui est perçue notamment par l'Occident et les droites occidentales, comme voilà, la résurgence d'un impérialisme triomphant, c'est en fait le chant du cygne, quoi. Et quelqu'un dans le chat... vraiment, quoi. Quelqu'un dans le chat disait, voilà, si Trump fait un 3e mandat et en fait devient un genre de dictateur, qu'on passe à un réel empire, pas une république, mais un réel empire, etc. Il peut pas, mais on parle déjà d'introduire un texte qui le permettrait. Oui. Donc c'est bon, mais bon. Même Macron en parlait aussi, oui. On n'est pas sorti, il reste encore quelques années pour faire une entourloupe. Mais oui, il y a toujours une possibilité qu'ils réussissent à se transformer en réel empire et à écraser toute opposition, etc. Surtout s'ils n'ont pas d'opposition ou que, pire encore, on se rallie à leur cause. Mais il y a de fortes chances qu'on assiste à une accélération de la fin de l'Empire américain. Chant du cygne, avec beaucoup de violence. Avec beaucoup de violence, oui, ça va pas être... c'est pas une période, en fait... Donc il faut se réjouir complètement, parce que c'est la fin d'un empire, c'est généralement très... Une question qui m'est venue en observant un petit peu ce qui se passait, et notamment tous les décrets que prend Trump. Là, il a pris des dizaines et des dizaines de décrets, et notamment vraiment de renvoyer beaucoup d'immigrants illégaux, où on ne sait pas, parce que je ne sais pas s'il a la capacité de déterminer de quel pays viennent ces migrants illégaux. Et donc, moi, j'avais 2 questions, en fait. Déjà, est-ce qu'il a les moyens de cette politique ? Vraiment, tu vois, je parle en termes, tu vois, militaires, policiers, etc. C'est un peu horrible, la question que je pose, mais c'est voilà. Et deuxièmement, comment dire, qu'est-ce que ça provoque ? Je veux dire, parce que je trouve que c'est hyper anxiogène, tu vois, vu de là où on est. Nous, pour beaucoup d'entre nous, on est des enfants de migrants. Moi, je suis un enfant de migrant, tu vois. Et du coup, je me dis, voilà, si mon daron, ma daronne, personnellement, s'ils étaient aujourd'hui, tu vois, migrants aujourd'hui, et que, voilà, ils n'avaient pas les papiers, etc., et qu'ils se sentaient traqués. On est dans quelque chose du domaine de la traque. On a entendu vraiment, voilà, on va les renvoyer avec des termes assez brutaux. Il y a eu, je crois, des milliers de militaires qui ont été envoyés à la frontière mexicaine. Enfin, on est sur quelque chose quand même d'assez dur. Et donc, comment c'est vécu ? Parce que je pense que, par exemple, à New York, on doit connaître beaucoup de personnes qui sont dans ces situations. Donc, je pense que tu as un ressenti, justement, assez juste du climat que ça crée au sein de la société, et notamment des classes populaires aux États-Unis. J'ai une amie qui est du coup citoyenne américaine, qui est mexicaine et qui est exactement dans cette situation. Ses parents, son père en tout cas, n'a pas de titre de séjour du tout, et est arrivé il n'y a pas très longtemps en vérité. C'est compliqué, c'est des nuits blanches, c'est beaucoup d'angoisse, etc. Bon, ça c'est... il fallait s'y attendre. C'est extrêmement violent parce que il y a la mobilisation de l'armée. Il y a aussi énormément de personnes qui font de la délation. Y compris, on a eu un enseignant qui a fait de la délation, qui a dit en gros, dans mon école, il y a plein d'enfants là qui ne parlent pas anglais, venez faire un tour. Donc des trucs assez flippants, assez dégueulasses aussi. Mais on a aussi, et ça va être, je pense, encore plus dangereux,
peut-être, ou tout aussi dangereux, c'est la politique des quotas. Il va y avoir des quotas, mais maintenant officiels. En fait, qu'est-ce que va provoquer la politique des quotas ? Il n'y a pas de carte d'identité aux États-Unis. Il y a un permis de conduire, mais il n'y a pas de carte d'identité. On n'a pas toujours son permis de conduire sur soi. Il n'y a pas... En fait... La green card, c'est une carte d'identité, c'est une pièce d'identité, mais il n'y a pas la carte d'identité comme en France où tu dois garder ta carte d'identité sur toi en théorie. Et bon, maintenant ils peuvent vérifier sur l'ordinateur, machin, etc. C'est pas dans la culture américaine. Mais en fait, ça va le devenir avec ça. C'est-à-dire que toute personne qui semblera aux yeux des services en charge de l'expulsion des migrants, qui semblera ne pas être américaine, donc toutes les personnes qui ne sont pas blanches, peuvent être arrêtées, mises en centre de détention pendant plusieurs jours, même si elles sont citoyennes américaines, et ce sera au juge de décider. Donc on va avoir non seulement un impact sur les populations du coup sans papier, mais aussi sur les populations, je pense, racisées en général, en particulier, j'imagine, celles qui ne maîtrisent pas l'anglais aussi bien ou qui ont un accent, etc. Type hispanique, exactement. Oui, je pense, même le type arabe, dans les quartiers arabes, etc. Je pense qu'ils vont aller dans les enclaves culturelles et ça a déjà été fait. De toute façon, où qu'ils soient, j'ai envie de te le dire. C'est-à-dire que le projet de Trump consiste à vouloir vraiment expulser tous ceux qui ne sont pas en... Il y a une volonté de le faire. Est-ce que ce sera possible ? On verra sur les prochains mois, mais en tout cas, il y a une volonté de le faire, de rediriger énormément de ressources dans cette direction. Est-ce qu'on a des rafles un petit peu comme en France, etc., ce genre de choses ? Oui, ça commence déjà, des rafles dans des quartiers, etc. Les réseaux sociaux, c'est sur TikTok que je voyais ça, les gens qui préviennent de rafles de manière précise, parce qu'il y a un réseau de solidarité qui se met en place, de résistance, où les gens disent, là il y a ICE, c'est l'agence en charge de faire ce travail. Il y a ICE, ICE, qui est dans ce quartier-là, et qui fait un raid maintenant, éviter le quartier si vous n'avez pas... C'est une agence qui... Non, c'est une agence américaine, c'est une agence, fédérale. On arrivera peut-être à la privatisation, mais c'est une agence fédérale. Mais TikTok, comme d'autres réseaux sociaux, en fait, vont bannir ce genre de contenu. Donc maintenant, ce que font les utilisateurs, c'est qu'ils passent par... ils vont écrire, par exemple, ils vont mettre de la musique et puis ils vont écrire sur des feuilles de papier qui vont passer l'information en question. Mais il y a eu des rafles assez importantes qui ont été opérées. Et je pense que c'est pas, du coup, je pense que c'est pas un effet d'annonce. Je pense qu'il y a un réel projet comme Trump veut nettoyer, faire le ménage à Gaza, de faire le ménage aussi aux États-Unis. Et pour compléter, c'est vrai que ça a été dit, donc Trump essaye de mettre la pression sur le Mexique, il met aussi la pression sur la Colombie, en fait il a menacé la Colombie de sanctions, de mettre en place des sanctions si la Colombie refusait d'accepter de recevoir ses ressortissants, entre guillemets, qu'on est entre la France et l'Algérie aussi. Voilà, non mais je vous dis, oui, on va, bien sûr, d'accueillir ses ressortissants, donc au final la Colombie a entre guillemets cédé aux menaces de Donald Trump, donc ça c'est un point important, ça veut dire que c'est pas qu'un effet d'affichage, ça a déjà commencé, mais il faut pas oublier non plus que il y a aussi un petit peu d'effet d'affichage pour la simple et bonne raison que pour mettre en place d'aussi grandes politiques, il faut des moyens, il faut construire des centres de rétention, il faut que le Congrès vote un budget pour valider ces politiques-là. Il a déjà commencé à déployer des militaires, tu le disais, sur les frontières. Il a déployé des militaires, c'est un fait, mais j'imagine qu'il veut aller plus loin. Il parle de la frontière avec le Mexique. Donc à ce niveau-là, il y a déjà pas mal de choses. Et enfin, et c'est là où en fait il faut regarder le lien avec la France. Tu disais comment est-ce qu'on se sent face à ces menaces d'expulsion, de criminalisation, etc. J'ai lu dans la presse qu'en fait Donald Trump fait exactement ce qu'on fait en France, c'est-à-dire essayer d'aller loin dans le discours, d'associer la criminalité avec l'immigration. C'est pour ça qu'on n'est pas juste dans un truc de je veux expulser les migrants. Ça va plus loin que ça. C'est de dire, c'est de mettre le soupçon de le migrant, c'est le criminel, etc. Et donc c'est pour ça que ça va très loin dans ce que tu disais tout à l'heure. Ça va très très loin. Et regardez juste la loi immigration en France. Je pense que vous pouvez faire des parallèles très simplement. Vous vous rappelez de la phrase de Zemmour ? Zemmour était à l'investiture avec... Et son billet, quoi. Oui. C'était l'international fasciste à l'investiture. Mais justement, j'avais parlé de Zemmour, c'est marrant. Vous vous rappelez de la phrase de Zemmour ils sont violeurs, ils sont voleurs, tous, etc. En fait, c'était une copie d'un discours que Trump avait donné déjà à l'époque. Une politique zéro migrant, le patronat n'en veut pas en plus. Alors là, c'est intéressant. Il commence même à...
Justement, ça pose problème parce qu'ils commencent même dans le discours, en tout cas, à vouloir dire on expulse même les personnes qui travaillent. Donc ça pose un problème, hein, tu vois, comme. Il y a une ambivalence en fait. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un volant de main-d'œuvre pour faire pression, mais puis il y a plusieurs types de main-d'œuvre. C'est-à-dire que Musk fait pression pour qu'on n'annule pas les visas qu'on appelle H1B1. Qui sont en fait des visas pour des travailleurs extrêmement qualifiés, des ingénieurs, exactement, beaucoup d'ingénieurs qui viennent du sous-continent indien et qui du coup vont dans la Silicon Valley et vont nourrir ces géants de la tech, ces entreprises de la tech. Donc il fait pression pour ça. Il y a une autre partie, par contre, la partie beaucoup plus conservatrice au sens traditionnel du terme, Steve Bannon, etc., qui était déjà avec Trump depuis sa première. C'est une sorte d'idéologue d'extrême droite qui nourrit justement l'extrême droite, l'alt-right, ce qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis. Un peu le buisson, quoi. La doctrine buisson, c'est un peu l'équivalent, c'est-à-dire c'est celui qui nourrit en idées, bien sûr, j'allais dire fascistes, racistes. Hein, il est venu former le Rassemblement national, notamment. Donc cette partie-là, en fait, de l'électorat Trump ne veut aucun, en fait, peu importe les comment on appelle ça, les compétences, ne veut aucune immigration. Les skills, c'est exactement. Ouais, tu vois, je suis bloqué dans la truc d'américain, tu vois. Alors, hasard, mais je vais pas faire l'américain. Le mec qui est en école de commerce qui dit les skills, c'est vrai. Teste-moi. Au cas où tu saurais pas, hasard, ça veut dire. Je sais pas. Youssef doit m'expliquer. Je vous le dirai après, ce que ça veut dire. En antenne. Ibrahim, je crois qu'on n'est pas international. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, par contre, il y a aussi. Il ne va pas respecter. Non, mais la prochaine fois, j'utiliserai des anglicismes. Attends, je te sens. Ah ouais, c'est ça. Il y a une partie de l'électorat aussi qui est une partie en fait qui a des grands ranchs, etc. Tu vois, j'ai utilisé ranch cette fois-ci, j'ai pas dit ferme. Des ranchs dans le sud des États-Unis qui là veulent la main-d'œuvre en fait bon marché, donc qui n'est pas documenté, qu'on peut balancer comme ça, qu'on peut refuser de payer à la fin. Exactement. Donc il y a effectivement ces tensions qui existent. Et bien sûr, les études qui montrent ça sont légion. Bien sûr qu'il y a besoin d'immigration, que ce soit en France, aux États-Unis, etc. Pour toutes sortes de choses en fait. Que ce soit lié au travail ou à d'autres choses. Moi je ne dirais pas comme ça, je dirais pas il y a besoin d'immigration. Je dirais que le système capitaliste, ultra-capitaliste, est très vorace en chair à canon, en chair humaine, et que peut-être dans la dynamique de ce que vous disiez, c'est-à-dire d'un effondrement de l'empire, on peut espérer des autres formes de développement où les gens n'auront, parce que je pense que c'est pas un idéal non plus, que ce soit pour un Algérien ou pour un Colombien, d'aller, j'allais dire, rejoindre l'armée de réserve de Donald Trump, quoi. Je suis pas forcément d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'on a trop de temps. Non, mais je pense faut aussi voir les choses en face. Il y a toute une jeunesse qui a envie de voyager, qui a envie de connaître le monde. Ça dépend comment on le Et oui, ça dépend comment ça se passe. Est-ce que c'est subi ou c'est ça exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que surtout dans un monde qui est enfin un univers qui est de plus en plus mondialisé avec les moyens de transport, etc. Je pense qu'il y a une partie de la jeunesse qui a envie aussi de voir le monde. Alors tout dépend comment c'est fait. Et bien sûr, faut pas que modèle de développement. Les gens ont le droit de voyager partout. Voilà, sauf que c'est-à-dire qu'il n'y a pas des visas, il n'y a pas que le passeport français, américain qui te permet d'aller dans le monde entier, et les autres passeports qui te permettent juste de crever. C'est ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'en théorie, on pourrait imaginer un monde où les gens ont envie de se déplacer d'un pays à l'autre. C'est aussi un droit, je veux dire. Faut pas uniquement voir les gens qui viennent uniquement parce que ce sont des réfugiés politiques ou parce que c'est la misère, etc. Je pense qu'il y avait aussi une part, et c'est pas un hasard si c'est la jeunesse. Alors c'est toujours très compliqué de faire la part des choses. Est-ce que le type, il a envie de partir pour la misère, pour des raisons politiques, ou parce que pour voir d'autres horizons, tout simplement. Les États-Unis. Simplement, je dis, il y a aussi ça. Je dis pas que, je dis aussi ça. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour leurs études. Il y a beaucoup de gens aussi qui y vont parce que ils trouvent que les opportunités là-bas pour leur carrière sont plus intéressantes, etc. Mais effectivement, il y a aussi toute une immigration qui est subie. Ouais, bien sûr. C'est des pays du Sud. C'est autre chose. Là, on a le sentiment que c'est voilà. Qui, du coup, n'ont d'autre choix que de... N'oubliez pas que les États-Unis, c'est le rêve américain. Bah alors ça veut dire quoi, le rêve américain ? Oui, en même temps, c'est une nation qui s'est construite sur l'immigration et sur cette idée-là. Mais Trump, bizarrement, quelque part, il essaye de rêver ce rêve américain, mais que pour les Américains. C'est-à-dire le rêve américain, mais que pour ceux qui sont déjà là, quoi. Et encore. Alors que...
Voilà, oui. Alors que le rêve américain, je pense que c'est une idée qui existe encore. C'est ce que tu. Et c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire, ok, on part pour les États-Unis. Certes, on part parce qu'on veut du travail, parce que la politique, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui rêvent aussi d'États-Unis, des gens qui se disent là-bas, je vais rêver, je vais faire partir c'est une nouvelle aventure, c'est voilà quoi. Mais ça, c'est normal. Ouais, mais en même temps, avec la crise de la société américaine, il y a une telle violence qui est de plus en plus apparente dans une violence sociale, quoi. En termes de conditions de vie pour les gens, et le cas de Luigi Mangione, pour moi c'est quand même un vrai exemple de ça, c'est-à-dire le fait que ce type... Luigi Mangione, pour rappel, c'est le jeune homme qui est accusé d'avoir abattu un président d'une société de mutuelle d'assurance, et donc voilà, on va dire que c'est un assassinat politique, en tout cas c'est ce qui lui est éventuellement reproché. Et c'est devenu une icône aussi bien pour des gens de droite que de gauche, d'ailleurs, c'est ça qui est assez passionnant dans son cas, mais parce que, enfin peut-être t'en sais plus que moi là-dessus, mais c'est devenu une icône précisément parce que il abattait le symbole de cette violence sociale qui s'exerçait sur les gens qui ne peuvent plus se soigner, de toute la perversité du système capitaliste états-unien en particulier, et de sa radicalité. Et donc, comment dire, le fait que les États-Unis soient encore une société désirable, c'est sans doute encore le cas. Il y a toujours le reste de ce rêve américain, mais je trouve que sa violence est aussi de plus en plus apparente. Moi, ce dont je me rends compte aux États-Unis, c'est que les gens beaucoup de gens sont de gauche en fait, mais ne le savent pas. Quand il y a des gens bien. Non, mais aux États-Unis, quoi. Non, mais c'est-à-dire des gens de droite, des gens qui sont pro-Trump, sont en fait de gauche. C'est-à-dire que quand on leur propose les choses une par une, ils sont contre les déportations de masse, ils sont pour la justice sociale, ils sont pour l'avortement, ils sont pour un système de santé universel, ils sont pour une redistribution des richesses qui soit plus équitable, etc. Mais on va voter Trump. Et Trump qui incarne ça. Trump, d'une certaine manière, a réussi à faire croire qu'il incarnait ça, mais il y a aussi, en fait, et on revient à ce dont on parlait au départ, le Parti démocrate est une catastrophe. Et une catastrophe complète, encore pire que le Parti socialiste, à mon sens. Pour les Américains, en fait. C'est difficile de se dire de gauche quand... se dire de gauche aux États-Unis, c'est assimilé en surface à se dire démocrate. Sauf que les démocrates ne sont absolument pas de gauche. Ceux qui sont le plus à gauche du Parti démocrate, c'est une gauche un peu... Non, bon, j'irai pas jusque-là, parce que Bernie Sanders, c'est quand même pas François Hollande. Mais ouais, c'est ELV, c'est un truc... c'est Mélenchon peut-être en 2013, 2014, quoi. C'est petit bras, quoi. C'est vraiment petit bras. Et du coup, il n'y a pas cette culture, voilà, et il y a eu aussi tout ce travail sur... la diabolisation du communisme, qui est hyper important, qu'il est hyper important de prendre en compte, parce que beaucoup de gens, en fait, quand on leur explique ce qu'est le communisme, j'ai converti 2-3 personnes à l'idéologie communiste, dont un cousin de ma femme qui, pour le coup, n'était pas du tout politisé. Et en fait, quand on leur quand on leur parle de communisme au départ, c'est ah non, le communisme et tout, c'est terrible, on ne veut pas du tout de ça. C'est Staline, c'est la guerre. Exactement, et ils se rendent compte en fait en entendant des principes très simples en fait de ce qu'est le communisme, même pas une vision très profonde de ce qu'est le marxisme ou le trotskisme, etc., mais une explication très simple de ce qu'est le communisme, etc. Et ils se rendent compte que oui, le communisme c'est bien, c'est bien, et ça pourrait leur être profitable. Et du coup, je pense qu'aux États-Unis, il y a une énorme partie de la population qui est là-dedans. Et le fait que des gens de droite soutiennent Luigi Mangione, c'est parce qu'en fait, ils soutiennent cet assassinat politique, qui est un assassinat politique, il faut l'expliquer, qui répond en fait à un système de santé qui est extrêmement injuste, avec des gens qui payent des assurances, qui ne sont pas remboursés. Il n'y a pas de système de santé universel. On va à l'hôpital, on va forcément payer énormément d'argent, même si on est assuré. Et donc, c'est un système extrêmement injuste et qui met... C'est impossible de se soigner aux États-Unis si t'es pas riche, quoi.
c'est très compliqué. Et même si on a de l'argent et qu'on est assuré, on refuse très souvent, en fait, et c'est ça le problème de cette compagnie en particulier, de cette entreprise en particulier, c'est qu'elle refusait, dire qu'on va voir le médecin, on a une ordonnance, il faut cet antibiotique pour cette personne, on va à la pharmacie, et la pharmacie dit ok, revenez le chercher dans 2 jours, parce qu'il doit faire des préparations là-bas, etc. Ils n'ont pas les trucs de prêt immédiatement. On revient le chercher dans 2 jours, on me dit ouais, en fait, votre assurance a refusé de le payer, donc si vous le voulez, c'est $2 500. Mais pourquoi ils ont refusé de le payer? Leur médecin, qui ne vous a pas vu, considère que vous n'avez pas besoin de cet antibiotique. Et ça, c'était 2 cas sur 3 pour United Healthcare, donc l'entreprise. Exactement. On va dire incriminée par Luigi. C'est un système qui est théorisé et assumé par ces entreprises complètement. Qui disent on va faire comme ça. Il y en a qui, le temps qu'ils nous poursuivent parce qu'on a refusé de les soigner, ils seront morts, etc. Et donc, in fine, on est gagnant même pour le peu de procès qu'on va perdre. Et c'est ça la très grande perversité de ce système auquel qui a peut-être expliqué le geste de Luigi Mangione, et en tout cas qui explique le soutien massif dont il bénéficie au sein de la société. Mais pour moi, la vraie question que tu soulèves à l'instant, c'est la question de l'alternative et de la désirabilité de la gauche. Et le fait est qu'avant le mandat Biden, il y avait quand même, on avait l'impression de l'extérieur, une espèce de truc qui se passait à la gauche du Parti démocrate avec Bernie Sanders, avec AOC, avec un certain nombre de figures comme ça. Une candidate aussi indépendante, Ah non, tu parles de l'écologiste Jill Stein. Ouais, elle avait l'air bien, elle, non? Ouais, comment ça se fait qu'elle, par exemple, elle peut pas émerger et arriver deuxième? parce qu'ils ont très peu de moyens, parce que c'est très compliqué de se faire élire au niveau local. C'est important d'avoir des élus, etc., qui sont payés, qui peuvent du coup développer une politique, etc., développer un programme, aussi quadriller le territoire pour avoir des militants et qui vont donc aller faire campagne, etc. Et il y a aussi cette idée que voter pour un parti tiers aux États-Unis, c'est un vote jeté à la poubelle. Comme il y avait une idée à un moment donné en France que ne pas voter pour le Parti socialiste ou voter... Exactement. C'était voter un vote à la poubelle, ce qui est complètement, à mon sens, on va nulle part comme ça. Ouais. Premier degré. Le soir, t'es dans une ville et dans la même ville, t'as un meeting de Kamala Harris, un meeting de Trump. T'as jamais vu ni l'un ni l'autre. Franchement, tu vas voir lequel. Moi, je vais voir Trump. Je vais voir Trump, mais 50 fois, 100 fois, 100 fois, je vais voir Trump. Je veux voir ça de mes propres yeux, de mon vivant. Kamala Harris, elle va faire ça va être tiède, ça va être horrible. Vraiment, elle a un meeting, j'irai à celui de Trump, effectivement, pour voir, parce que c'est même... Peut-être ce que je dis, mais... Non, c'est ce que je pense. C'est parce que tu vas pas forcément le voir pour te dire c'est un kiff, mais tu vas le voir parce que c'est... Voilà, il y a quelque chose, en fait, d'historique qui se passe. C'est clair qu'il y a des effets de ce type-là qui jouent, mais si tu transposes la situation française, tu regardes quelqu'un comme Bardella, qui est quand même le mec le moins charismatique au monde. Genre jamais, même si tu vas aller pour le show, tu vas aller à un meeting de Bardella. Le seul intérêt de Bardella, c'est faire des blagues sur son passif dans l'ancienne de Tolbiac, quoi. Mais vraiment, il y a rien d'autre à entier. Et drôle, Elie, un petit peu. Ouais, c'est cool, j'aime bien. C'est la fatigue là. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Je suis en roue libre. Là, c'est bon. Ouais, c'est exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des effets profonds qui produisent ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, le fait que Kamala Harris, même si elle ramenait, je sais pas, Taylor Swift qui a pris position pour elle, bah ça suffit pas parce que Kamala Harris c'est la continuité avec Biden, que Biden on sait ce que c'est, et que le mandat Biden a totalement détruit le peu d'espoir qu'il pouvait y avoir d'un projet vaguement de rupture de gauche intéressant aux États-Unis. D'espoir, c'est aussi c'est tellement tiède que ça donne pas du tout envie. On sait déjà ce qui va se passer, quoi. Mais franchement, pour vous dire, les gens autour de moi, beaucoup ne voulaient pas un deuxième mandat Trump parce que c'est très difficile de vivre aux États-Unis avec des parents par exemple qui n'ont pas forcément leurs papiers sous Trump. C'est plus difficile en tout cas on le ressent plus difficilement. Ça crée une crispation. Oui, voilà, on n'est pas. Comment tu fais pour vivre là-bas? Moi c'est bon, je me casse. C'est pas encore officiel, je me casse bientôt. T'as bien tenu. Non mais j'ai compris, j'y suis allé, c'était sympathique. Maintenant bon voilà, New York c'est bien, très très belle ville, allez visiter tant que ça existe.